Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, improvisée, pas prévue au programme, mais je suis toujours dans la superbe ville de Stockholm et elle est assez grise aujourd'hui, même très pluvieuse, donc j'en profite pour parler un petit peu mercato. En plus, tout mon groupe de potes est aussi en train de télétravailler, c'est une atmosphère extrêmement productive là dans l'appart. Je vais vous parler de ce qui s'est passé autour du match d'Hammarby hier qu'on est allé voir, je vous racontais un petit peu les détails dans la dernière vidéo, c'était n'importe quoi, le finish n'importe quoi et belle histoire autour de ça. Mais si on est réunis pour parler un peu mercato, 3 dossiers qui m'intéressent en particulier, dont 2 nouveaux, dont on n'a pas parlé pour l'instant sur la chaîne, Iliman Ndiaye à l'OM, Rasmus Højlund à Manchester United, et la suite de l'affaire Ousmane Dembélé, mais il y a eu plein d'autres trucs aussi qu'on va poser un petit peu sur la table dans quelques minutes. Donc voilà, demain, nouvel épisode d'une toute nouvelle série également, j'en parlerai un peu à la fin, mais Iliman Ndiaye à Marseille, quel move, imprévu, qui était off and on again, qui est revenu sur la table, et là ça va se faire, il est arrivé, c'est fait, il est arrivé à Marseille, j'ai vu les vidéos là, avec des supporters très stylés et tout. Bon, autour d'Iliman Ndiaye à Marseille, il y a un peu cette affaire de cette belle histoire, le retour à Marseille pour un gars qui a été au centre de formation 1 an il me semble, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est techniquement le joueur qu'il est, qu'on a découvert à la Coupe du Monde, qui sort de cette belle année à Sheffield, et qui va je pense apporter énormément à un moment crucial pour l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est un peu toute la clé de ce mercato marseillais qui mérite une vidéo à part entière. On va en reparler plus longuement encore. Mais au-delà des très bonnes prises, bon, pour l'instant, il y a donc Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Kondogbia, Aubameyang, Renan Lodi. Au-delà de tous ces beaux noms et ces vrais renforts techniques, le fait de les avoir fait aussitôt, et il reste encore des choses à faire sur le mercato marseillais, notamment dans le sens des départs, et c'est un effectif qui doit encore être peaufiné, affiné avant la saison 2023-2024, mais le fait d'avoir fait tout ça aussitôt, tellement important avant les barrages de Ligue des Champions. Je crois que Panathinaikos joue demain soir le match retour, a priori ce sera eux en 3e tour préliminaire, et après donc il restera le barrage, j'entends parler Braga, Rangers, on verra. Mais tellement important d'avoir bouclé ses arrivées et d'avoir renforcé l'effectif avant ce qu'est une échéance majeure. Et moi, je pensais, quand j'ai fait ce petit tweet tout à l'heure, je pensais à la situation de Monaco l'année dernière, qui malheureusement ne s'était pas qualifié, et qui, je crois, quelques jours après avoir été éliminé, achète Mohamed Camara, 30 millions, et tu te dis, ouais, si seulement, quitte à mettre cette somme, si seulement il l'avait mise un peu avant et avoir cet effectif renforcé avant ce qui est un des moments, c'est presque le moment le plus important de la saison en vrai pour un club français qui passe par ces tours de barrage, c'est presque déjà le moment le plus important de la saison et tu le joues en août, donc il y a des opportunités de fin de mercato à faire, tout ça c'est vrai, mais je respecte Marseille et je respecte leur mercato notamment parce qu'au-delà d'avoir attiré des bons noms, des bons joueurs, bah, ils l'ont fait très tôt, quitte à peut-être payer plus cher que ce que tu payes dans les tout derniers moments du mercato, quand tu as des clubs vendeurs notamment. Mais voilà, ils sont équipés et c'est bien. Sur le profil technique d'Iliman Ndiaye, bon, on le connaît un peu, j'ai pas regardé de match de Championship de Sheffield United cette saison, mais on l'a beaucoup vu à la Coupe du Monde, où on a vu son sens de la percussion dans les petits espaces, avec la blessure de Sadio Mané sur la phase de groupe au début, il était un petit peu le dynamiteur, le percuteur, une bonne partie de la créativité du Sénégal reposait sur ses épaules. Il l'a fait très très bien, et j'ai vu là du coup pas mal de clips sur Wisecout un peu pour faire cette vidéo. Non seulement il y a la percussion, non seulement il y a l'élimination par le dribble, bon il y a aussi les stats, je crois il finit la saison 14 buts, 11 passes D en Championship, pas mal, et il l'a bien fini avec je crois 4 ou 5 passes D sur les 4 ou 5 dernières journées de championnat pour Sheffield United qui finit deuxième donc. Donc saison statistiquement intéressante, les chiffres avancés offensifs sont très bons sur les images, le sens de l'élimination, de la percussion qui saute aux yeux, mais au-delà de ça, je suis choqué et je me demandais à quel point s'il n'y avait pas eu un bug ou quoi, mais les chiffres défensifs, les chiffres avancés défensifs, quand tu compares aux attaquants, il est top 1% ou top 2% ou top 3% dans toutes les catégories défensives, tacle, interception, pour un joueur offensif. Donc intéressant si Marseille veut presser ou continuer à presser la saison prochaine avec Marcelino, peut-être un peu dans la veine de ce qu'on a vu avec Tudor. Je pense qu'il est vraiment vraiment soluble dans un Marseille qui voudrait presser. Donc ça c'est une chose. Et sinon, c'est son positionnement qui est un petit peu plus à définir. Et quand Sheffield jouait en 3-5-2, il était deuxième attaquant
Bon, un peu plus en retrait, quoi, 9,5 vraiment, derrière un vrai numéro 9, McBurney, il me semble, qui est un gars d'1m88, plus l'attaquant traditionnel de Championship, si ça existe. Et par contre, quand Sheffield était en 3-4-2-1, là, il était pas la seule pointe. Il n'a jamais été la seule pointe, là, il était un des deux milieux offensifs ou un des deux attaquants en retrait. Mais de ce que je vois, même si on l'a vu dans un rôle d'ailier, notamment avec le Sénégal, il me semble. Ouais, non, il était peut-être plus 10 dans un 4-2-3-1, mais moi j'ai des souvenirs d'Iliman Ndiaye sur l'aile, notamment sur l'aile gauche et tout. Je pense que c'est plus un joueur axial ou de demi-espace, mais c'est là qu'il fait le plus de dégâts. Et notamment, il sort très bien des petits espaces, etc. Donc, vraiment bonne prise. Un joueur axial de percussion, facilitateur, très bon créateur. Voilà. Après avoir déjà fait quelques bons coups sur ce mercato, je pense Marseille fait son meilleur coup, voilà, son plus gros coup. Pas facile en plus de prendre un joueur à un club qui désormais va jouer en première ligue et tout, donc même si c'est 18 millions et il me semble qu'il lui restait qu'une année de contrat, je pense que c'est vachement intéressant. Et on parlera plus du mercato de Marseille, et il y a plein de trucs à dire sur ce que fait ce club, mais Iliman Ndiaye, je suis séduit pour l'instant, et hâte de voir ça en Ligue 1 déjà la saison prochaine, avec l'association Ismail Assar, à voir à quoi ressemblera exactement le secteur offensif de Marseille, mais il y a des armes. Donc ça c'est pour l'OM et Iliman Ndiaye. Deuxième point, Rasmus Højlund à Manchester United. Ça aussi je trouve ça très cool. Alors c'est assez cher, 50 millions plus 20 potentiels de bonus, je crois l'enveloppe totale 70 bonus compris. Un contrat de 5 ans, c'est pas fait encore totalement, mais l'accord a été trouvé avec l'Atalanta, accord verbal. Et l'accord avec le joueur, lui, remontait d'il y a quelques temps. Donc, en gros, normalement, dans la semaine qui vient, selon Fabrizio Romano, sur papier, ça devrait être posé. Et Højlund sera le 9 d'United, le 9 qu'il cherchait depuis un moment. Et est-ce que c'est le 9 qu'il faut ? Je pense qu'il match plutôt bien avec... Alors, t'achètes un potentiel, il a 20 ans, je crois qu'il a marqué 9 buts avec l'Atalanta la saison dernière, donc voilà, sur un nombre de minutes un peu limité, il a surtout percé sur la seconde partie de saison, etc. Moi, en ayant vu beaucoup d'images, beaucoup de clips de Rasmus Højlund, un truc que j'aime beaucoup, attaquant, je crois, 1m92, donc ok, mais assez mobile, et surtout, au-delà de sa plutôt bonne percussion balle au pied, très bon sens du déplacement dans la surface de réparation. Tellement de fois où je le vois, même quand il n'est pas servi, faire des appels tranchants au second poteau, ou alors appel contre appel, beaucoup de mobilité dans la surface, et je pense un vrai buteur, dans le sens où il se procure beaucoup d'occasions, et où ses appels sont souvent extrêmement intéressants, même dans les petits espaces, etc. Dans la surface, très cool. Maintenant, buteur, je vais dire, pas encore un excellent finisseur, je crois qu'il a sous-performé ses expected goals cette saison, et j'ai vu encore pas mal de situations de ratés, où il gâche un petit peu. Voilà, 20 ans, je pense que c'est une des zones où tu progresses le plus avec la répétition des situations, reconnaissance des motifs et simplement progresser à la finition. Je pense que c'est rare d'être un tueur très tôt dans sa carrière. Bon, il y a des exceptions, je pense à une et quelques-unes, mais je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel il y a de la progression à faire, mais de ce que je vois, déjà il se procure beaucoup d'occasions, et de ce que je vois, je pense qu'il peut franchir ce step. J'aime bien aussi, simplement, au-delà de ses qualités intrinsèques, j'aime bien son profil par rapport à United, attaquant donc élevé, qui est capable de jouer en remise, je pense une bonne plateforme à aller chercher pour United, qui en plus joue beaucoup, l'année dernière en tout cas avec Ten Hag, joue beaucoup direct, le jeu oblique de Bruno Fernandes en transition, il peut prendre la profondeur, il est assez rapide, assez mobile, pas incroyablement rapide, mais assez mobile quand même, mais aussi c'est top 1% des attaquants qui reçoit le plus de passes progressives. Donc après je suis allé voir les images et ça confirme ce chiffre-là, son jeu dos au jeu est vraiment intéressant. Déviation, moi je vois typiquement un circuit de l'année prochaine, Bruno Fernandes, long ballon oblique, pour Højlund, dos au jeu, qui dévie, Marcus Rashford, qui la accélère dans le grand espace ou dans l'espace qui est libéré par cette petite déviation. Et je pense qu'il marche très bien dans ce système. Donc ouais, dans l'ensemble, je suis plutôt convaincu, même s'il y a encore de gros progrès à faire. On voit que c'est quand même un 9 jeune, tendre, mais combativité pour un international danois 9 prometteur, c'est pas le type Kasper Dolberg, un peu plus tempo lent, tempo faible et joueur élégant, mais peut-être qu'il manque un peu de mordant. Non, je le trouve très combatif, très engagé,
Je pense prêt pour la première ligue, je ne sais pas, mais physiquement et dans l'attitude, dans le combat et tout, ça me semble être un gars qui peut s'épanouir en première ligue. Après, il y a des choses à améliorer encore, et c'est ça le truc, c'est un neuf potentiel vraiment pour Manchester United, pour un grand club comme United, pour un championnat aussi compétitif et relevé que la Première Ligue. Quand on voit même par exemple la saison dernière, Darwin Núñez, les premiers pas qui ont été difficiles, même si je pense que ça va bien se passer pour lui cette saison, parce qu'il s'est quand même procuré beaucoup de situations, etc. Ouais, voilà, c'est un vrai point d'interrogation quand même. Et du coup, je trouve que c'est une des histoires les plus intéressantes à suivre de la saison prochaine. Højlund à United, parce qu'il va être le neuf, il va être le vrai neuf, il va être le neuf titulaire. Bah, je pense en tout cas. Ouais, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de suivre. Il a une bonne patte gauche. Parfois, il me fait penser un petit peu à Vlahovic dans le sens déplacement, joueur vraiment dans la surface, etc. Après, il a moins de qualité de frappe extérieure de surface que Vlahovic. Et je pense qu'il a un petit peu plus de percussion, de dribble dans son jeu. Voilà. Peut-être qu'il ressemble pas tant que ça à Vlahovic, parce que c'est plus aussi jeu en remise et tout. Peut-être le fait qu'il soit gaucher, ça m'a fait penser à ça. Puis j'ai vu pas mal de clips de Vlahovic récemment. En tout cas, ouais, j'aime bien, et c'est à peu près ce que j'avais à dire. C'est plus un potentiel que si tu avais pris United. La finition est pas chirurgicale, il a encore de gros progrès à faire, mais a priori, il sera le titulaire, donc il sera mis dans la situation de progression. Un des trucs très kiffants à suivre sur la saison prochaine, Rasmus Højlund à United, le Here We Go est très proche et ça va être kiffant. Et enfin donc Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, ça c'est devenu très chaud sur les dernières heures. Apparemment il manquait l'accord verbal avec le joueur, il manquait l'accord PSG Dembélé parce que sinon c'est qu'une affaire de clause. L'accord a été trouvé, donc normalement, ça devrait se faire bientôt, le temps de poser ça sur papier. Question de clause, j'imagine que ça prend un peu de temps à activer, à résoudre. Le Barça en plus est vraiment pas chaud pour le lâcher de ce que j'ai compris. En tout cas, c'est comme ça qu'il communique. On parle d'un Barça qui irait à la guerre avec le PSG, genre fair play financier, etc. Si jamais ça se faisait. Donc voilà, les relations entre ces deux clubs qui restent plus chaudes ou plus fraîches que jamais. En plus, le PSG qui a pris Arnaud Tenas aussi, deuxième gardien, même si le Barça voulait pas le conserver, peut-être aussi pour des questions financières. Donc encore des mouvements entre ces deux clubs. Et pour Ousmane Dembélé, sinon, est-ce que c'est une bonne prise pour Paris, oui ou non? J'en ai fait toute une vidéo, il y a genre 2 jours à peu près, donc n'hésitez pas à la checker si vous voulez. Ma synthèse, c'était sur le profil, on connaît les extrêmes qualités d'Ousmane Dembélé, ouais c'est attirant. Les blessures malheureusement, c'est un gros point négatif. Est-ce qu'il peut encore continuer à progresser? 26 ans a priori, il est proche de la fin de sa marche de progression. Et pour 50 millions d'euros, je pense que c'est tentant. Maintenant, est-ce que c'est le type de joueur exactement qu'il faut au Paris Saint-Germain? Ma vidéo de 11 minutes à peu près est en ligne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Enfin, on va finir avec quelques infos pêle-mêle que j'ai vu passer ce matin. Younous Moussa au Milan AC, à l'AC Milan, pardon, ça c'est fait, finalisé, bouclé. Encore un Américain après Pulisic, et un mercato hyper intéressant du côté de l'AC Milan. Ça aussi, ça mérite une vidéo, ou en tout cas une longue partie de vidéo où on se penchera là-dessus. Younous Moussa de Valence à Milan pour une 20aine de millions à peu près. Entrejeu densifié avec la perte de Tonali, intéressant, il y a quelque chose à faire, même si c'est un profil très différent. Ça, c'est à suivre. Grosse journée apparemment pour Kane au Bayern aujourd'hui. Dernière rencontre, je sais pas dernière, mais en tout cas rencontre prévue à Londres, il me semble, entre des personnes du Bayern et Daniel Levy. Donc on verra ce que ça donne. Chelsea qui gagne encore un match de pré-saison avec Christopher Nkunku qui marque encore. J'ai bien aimé la récupération haute de Chukwuemeka sur cette action, pressing. Je crois qu'il a fait un match assez intéressant, comme André Santos aussi, dont on parlait il y a quelques mois dans ce milieu de terrain très étoffé, toutes ces jeunes pépites de Chelsea. Est-ce qu'il restera en tant que joueur de l'équipe première? Ça, c'est un truc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre du côté de Chelsea? Disasi, qui vraisemblablement a été acheté pour 45 millions. Ugo Chukwu de Rennes, qui a aussi été acheté, mais qui va peut-être être reprêté à Strasbourg. Donc Chelsea qui continue d'acheter des jeunes. Je pensais que là, c'était un mercato qui allait être surtout dégraissé, épurer un petit peu l'effectif, réduire le nombre de joueurs de 31 la saison dernière, le deuxième total le plus élevé de Première Ligue, si je me souviens bien, à quelque chose d'un petit peu plus manageable pour Pochettino, 25, 26 peut-être. Mais ça continue à acheter, donc waouh. Intéressant, et Monaco qui apparemment va prendre Salissou du coup pour 15 millions en remplacement de Disasi. Donc voilà, ça c'est un truc à suivre. Al Hilal qui voudrait Osimhen,
j'ai du mal à y croire parce que je pense pas que Osimhen voudra y aller, même si financièrement les propositions elles peuvent être, comme on le sait, très très hautes. Ça, ce serait le gros coup. Bon, pour l'instant on va pas trop en parler, mais si ça se faisait, ça ce serait le gros coup du mercato saoudien, parce que prendre des joueurs âgés, même des Benzema, Kanté, ok, c'est pas la première fois qu'on voit des joueurs âgés en fin de carrière partir dans un championnat exotique. Même quelques joueurs moins âgés, mais Brozovic, c'est quand même pas la stature et le standing d'un Victor Osimhen. Si là on a un gars parmi les tout meilleurs numéro 9 d'Europe en ce moment, top 5 des attaquants, top 3 des numéro 9 du monde en ce moment, qui partait pour 200 millions d'euros en Arabie Saoudite, ça ce serait un très gros coup. Mais bon, je pense pas trop que ça va se faire, à suivre. J'ai vu David Raya à Newcastle pour 40 millions, ça ce serait... Je comprendrais. Est-ce que ça voudrait dire que Ramsdale serait mis en concurrence ou qu'est-ce que ça donnerait? Ça, c'est. On va voir si ça se fait, mais ce serait intéressant d'avoir deux gardiens qui ont la stature d'un numéro 1. J'ai un peu du mal à le concevoir, mais Fabrizio Romano dit que c'est peut-être assez proche, donc ok. Et sinon, Godin qui prend sa retraite. Peut-être une vidéo sur lui dans les prochains jours. Vous comprendrez aussi un peu mieux avec la série de demain que je lance, que j'ai trop hâte de vous montrer. Nouvelle série aussi, en parlant de série, nouvelle série Amazon sur Newcastle, que j'ai trop hâte de voir, qui sort le 11 août apparemment. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais j'ai adoré les All or Nothing, et là, sur le Newcastle, qui est pour moi peut-être le club le plus intéressant d'Europe en ce moment, trop hâte de voir ça. Et oui, je vous avais promis la petite histoire sur Amarby. Donc hier, comme vous le savez, on a été voir le match d'Amarby contre Norrköping. J'en parlais dans la vidéo d'hier. Victoire 2-1 d'Amarby. Ce qui s'est passé, c'est sur la journée, sur la matinée, en se levant, on regardait quelques vidéos résumées d'Amarby pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, pour se mettre un peu dans le ton, sur leur chaîne YouTube. Et avec mes 3 potes là, tous les 4, on a flashé sur un gars, l'ailier gauche, qui a marqué 2 fois exactement le même but. Sur les résumés qu'on regardait, c'était depuis le côté gauche, rentrer sur son pied droit, frappe enroulée, lucarne opposée, vers l'entrée de surface ou à peu près dans cette zone. La classique, quoi. La Anthony, mais de l'autre côté. La Robben, un peu, mais de l'autre côté. Dukanovic, il s'appelle, un ailier monténégrin de 20 ans, il me semble, évalué à 1,2 million sur Transfermarkt. Et du coup, c'est le seul joueur qu'on connaissait un petit peu en arrivant au stade. On arrive, on voit qu'il est sur le banc, donc on était un peu déçus. On attendait ce match de Dukanovic, mais on se dit, il va rentrer en seconde période et il va marquer le but de la victoire. Voilà, notre petit prono comme ça, pour se chauffer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Un partout. Norrköping a égalisé. C'est Amarby qui avait marqué le premier but. Norrköping égalise. Un partout. Dukanovic entre, il me semble, à une demi-heure de la fin. Un truc comme ça. 91e minute. Il a le ballon sur l'aile gauche. Il rentre sur son pied droit avec ce petit crochet. Et là, on dit la spéciale, elle arrive. Exactement ce qui s'est passé. Frappe enroulée, lucarne opposée, Dukanovic 2-1. C'était un moment un peu surréaliste et vraiment magique. Donc le match n'était pas ouf, hein. Honnêtement, la première période, le niveau de jeu c'était compliqué, c'était le 9e d'Allsvenskan contre le 5e, donc c'était pas incroyable, mais on avait de bonnes places, on était pour voir le match et le lire pas trop, mais pour être un peu dans le mood, on était au 2e rang, donc on voyait les corners, les touches super bien, et full synthétique. Je pense que la météo hivernale à Stockholm ne permet pas forcément de jouer sur de la vraie herbe. Mais c'était intéressant, bonne expérience, et Dukanovic nous a fait passer une bonne après-midi. Donc voilà les amis, c'est la conclusion de cette vidéo. Il y en aura peut-être d'autres en direct de Stockholm, s'il se passe des choses un peu folles sur le mercato. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a 3 autres vidéos que j'ai déjà tournées, déjà édites, et qui vont sortir cette semaine, qui vont sortir demain à 10h, nouvelle série qui se lance. Après-demain, le 2e épisode. Et samedi matin, Draft Liga avec Stan, qu'on a tourné donc la semaine dernière, et elle est épique, elle est extraordinaire cette draft, j'ai trop hâte de vous la montrer. On est revenu à un partout là, il a égalisé à un partout avec la Draft Ligue 1, j'ai gagné la Draft Première Ligue, il a gagné la Draft Ligue 1, donc c'est le decider et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, qui remporte cette 3e manche. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. De notre côté, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire cet après-midi, mais on va essayer de visiter un peu Stockholm si le temps s'améliore, ou au pire sortir les parapluies. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, bisous.